Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Le procès Brancusi, L'oiseau dans l'espace est-il de l'art, d'Éric Noirmain. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. L'objet importé se présente comme un bronze d'environ 135 cm de haut, porté par un socle cylindrique d'environ 15 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. Il est en cuivre ou bronze brillant, parfaitement poli, de forme symétrique, et mesure à son extrémité supérieure 2,5 à 5 cm de diamètre. Il culmine avec une pointe qui pourrait avoir été taillée à l'emporte-pièce selon une diagonale ascendante, de manière à lui conférer une arête vive. Il s'élargit ensuite vers le bas pour former un léger renflement au centre. À partir de là, il se rétrécit pour se terminer à environ 25 cm du socle, lequel est cylindrique. À ce point, il s'élargit à nouveau pour former un pied conique, lequel repose sur un socle. La pièce est désignée du nom d'oiseau. Faute d'une imagination vive, elle ne présente aucune ressemblance avec un oiseau. Ni tête, ni pattes, ni plumes ne sont figurées. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, la pièce présente une surface entièrement lisse et polie. Paris 1912. Le 4e salon de la locomotion aérienne se tient au Grand Palais. Dans la foule qui se presse, Marcel Duchamp et Constantin Brancusi contemplent eux aussi l'œuvre des ingénieurs. L'époque est à la révélation de la vitesse et des formes épurées des machines. Une esthétique nouvelle que revendiquent déjà les artistes du mouvement futuriste. Le sculpteur Brancusi s'arrête, frappé par la beauté singulière d'une hélice d'avion. Voilà une sculpture. Ah, c'est fini la peinture. Quelle merveille. Qui ferait mieux que cette hélice? Dis, tu peux faire ça, Brancusi? Si je peux faire ça? Rien qui soit en dessous, en tout cas. La sculpture ne doit dorénavant pas être inférieure à cela. Faire mieux que cette hélice? La question était posée. Duchamp y répondra en iconoclaste. Il exposera des objets manufacturés et voilà un urinoir signé par l'artiste et élevé au rang d'œuvre d'art. Ce sont les fameux ready-made. Brancusi, de son côté, y répondra en sculpteur. Quoi de mieux que l'hélice? Le vol. Exprimer l'essence du vol, ce sera l'une des grandes recherches de sa vie. Si Marcel Duchamp avait révolutionné le statut de l'œuvre d'art en exposant des objets issus de la fabrication courante, ce sont curieusement les œuvres de Brancusi qui se trouvèrent suspectées d'appartenir à la catégorie des objets usuels ce 21 octobre 1926 par l'inspecteur des douanes du port de New York. Brancusi quitte le bureau des douanes sans les sculptures, en compagnie de Marcel Duchamp, qui tient à cette période le rôle d'agent du sculpteur aux États-Unis et organise son exposition à la galerie Brummer. Eh bien, Marcel, je n'ai pas tout compris. C'est simple. Les douanes pourraient bloquer tes caisses si on ne règle pas une taxe exorbitante de 40%, comme pour n'importe quelle marchandise industrielle. On dirait que la loi est contre nous. Mais la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, les œuvres d'art sont exonérées de taxes, en principe. Bien sûr, seulement l'expert des douanes a tranché. Les sculptures sont des objets utilitaires, mon vieux. Qu'est-ce que l'on peut en faire d'utilitaire? C'est ridicule. Là, ça devient comique. Il hésite. Des ustensiles ménagers, des instruments chirurgicaux. Il faut bien que ce soit quelque chose, si ce n'est pas de l'art. Mais qu'ils le disent, ce que c'est, alors. Hein? Quoi? C'est un expert, non? Un expert. Il est capable de te citer de mémoire ce qu'est la sculpture en tant qu'art, selon la loi. C'est gravé dans le marbre, ou dans le bois, si on parle de son crâne. La définition qu'il m'a sortie exclurait à peu près tout. Tout en dehors de la plus stricte école académique. Même une statue du XIIe siècle ne passerait pas la douane. Selon la définition légale, pour que tes sculptures soient considérées comme artistiques,
Il faudrait qu'elle représente des choses réelles et en plus que les proportions soient respectées. Je m'attendais à quelques sarcasmes dans la presse, des sarcasmes gratuits bien sûr, hein. Mais quand même, 40%, la critique de notre douanier, c'est cher pour ce que c'est. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, évidemment. Je crois que je pourrais obtenir l'appui de quelques personnalités influentes. Et tu l'as dit toi-même, la presse ne nous coûte rien. Dans quel utopique pays trouve-t-on un douanier capable d'appréhender les vérités éternelles qui sont approchées par un Shelley ou un Brancusi? Pourtant conscient de la farce assez humiliante qui se joue dans les coulisses, le public intellectuel afflue à la galerie Brummer, où les sculptures de Brancusi enregistrent un réel succès, peut-on lire dans la revue Dial. D'âpres négociations allaient s'engager, un visa de transit fut accordé pour l'exposition, une seule sculpture, appartenant au photographe Edward Steichen, resterait consignée. Il s'agissait de l'oiseau dans l'espace, une longue forme effilée en bronze, polie comme un miroir qui allait devenir l'objet central, le symbole de ce litige. En janvier 1927, c'est à Chicago que se tient la seconde exposition. Le sculpteur étant rentré en France, Duchamp s'occupe de tout. Et cette fois-ci, l'oiseau est présent. L'oiseau dans l'espace est au milieu, bien sûr. Oh, j'approuve. Enfin! Alors là, la colonne vers l'entrée de la salle et de part et d'autre de l'oiseau, la maïastra et l'oiseau d'or. Cela fait 4 centres entourés des autres sculptures. Qu'en pensez-vous, Steichen? Qu'il faudra vite envoyer des photos à Brancusi. Oh, j'aime beaucoup la disposition. Beaucoup. Le tissu gris sur les murs, comme chez Brummer, l'effet est saisissant. La colonne qui ouvre la salle et l'oiseau, qui je crois a bien mérité sa place, en attendant sa prochaine exposition au tribunal. Vous l'aurez bientôt chez vous, j'en suis sûr. Dans 3 semaines, après l'exposition. Ah, bon. Je vais payer la taxe. Maître Lane me le conseille afin de rédiger la plainte de Brancusi. Il ne restera plus qu'à démontrer que cette loi est stupide. Il ne faut peut-être pas aborder la question trop frontalement, n'est-ce pas? Mais les mener à penser que l'art de Brancusi convient parfaitement à cette loi. Aux experts des douanes de démontrer le contraire. Je reconnais ici le sens de la stratégie du joueur d'échecs. Brancusi et son école ont tourné le dos aux représentations humaines soignées et belles pour adopter des formes qui, aux yeux de tout être sain d'esprit, passent pour vraiment primitives et répugnantes, lisait-on dans News. Si la simplification des formes engagée par Brancusi est considérée comme moderniste ou d'avant-garde, c'est surtout son caractère primitif qui divise. Décadence, rejet de la civilisation et même retour au chaos pour les uns, redécouverte de la pureté des formes et de l'essence de la matière pour les autres. Le procès débuta le 21 octobre 1927. L'oiseau dans l'espace est-il de l'art? Pour le moment, il s'agit de la pièce à conviction numéro 1. Silence! Silence, je vous prie. Maître Lane, vous pouvez interroger le témoin. Merci, votre honneur. Monsieur Steichen, êtes-vous l'importateur de l'article en question intitulé « Oiseau » et que vous voyez là devant vous? Oui. Voulez-vous faire part à la Cour de ce que vous savez relativement à son caractère et à sa fonte? Cet oiseau, sous sa forme actuelle, est l'aboutissement d'une série d'objets similaires auxquels M. Brancusi travaille depuis 20 ans. Pendant tout ce temps, il n'a cessé de les modifier. Ceux de la première période présentent beaucoup plus de ressemblance avec un oiseau que cette pièce. En changeant les formes et les lignes, M. Brancusi est arrivé à ce qu'il considère aujourd'hui... Il est arrivé à ceci par étapes. Oui, Monsieur le Président. En fait, je l'ai vu se faire. La première ébauche a été taillée dans le marbre. À partir de ce marbre, il a réalisé un moule en plâtre. Et à partir du moule, un bronze a été coulé. Lorsque le bronze est sorti de la fonderie, il ne présentait qu'une très vague ressemblance avec cette chose. Et c'est alors qu'avec des limes et des ciseaux, il a taillé et travaillé cette pièce de bronze. Et c'est l'artiste qui a fait cela?
Oui, l'artiste en personne. Il ne s'agit pas d'une copie de quoi que ce soit. Non. Voulez-vous avoir l'amabilité de parler à la cour de la réputation d'artiste de M. Brancusi? Constantin Brancusi vit à Paris depuis 25 ans et il expose dans toutes sortes de salons d'art, en Europe aussi bien qu'en Amérique. Il est considéré comme l'un des tenants les plus célèbres de l'école d'art la plus moderne. C'est par conséquent un sculpteur reconnu, n'est-ce pas? Oui. Edward Steichen souligne le travail d'élaboration étape par étape. Il convient de lever le doute sur une possible fabrication en série. Brancusi transforme sa pièce moulée, il la taille, la cisèle et la lime de sa main, comme tout sculpteur adepte des techniques traditionnelles. Brancusi, resté à Paris, sera entendu au consulat des États-Unis et précisera lui-même toutes les étapes de son travail. Monsieur Steichen, comment appelez-vous ceci? J'utilise le même terme que le sculpteur, oiseau. Si vous l'aperceviez dans la rue, vous ne songeriez pas à l'appeler oiseau, n'est-ce pas? Si vous le voyiez dans une forêt, vous n'en prendriez pas une photo, n'est-ce pas? Non, votre honneur. Voyez-vous une quelconque fonction utilitaire à cet objet? Aucune. Titre mis à part, dites-nous si ceci est une œuvre d'art et obéit à un principe esthétique sous-jacent, indépendamment du titre. Oui. Ses proportions sont harmonieuses. Cet objet me procure une émotion esthétique, le sentiment d'une grande beauté. Brancusi, de mon point de vue, a tenté d'exprimer quelque chose de beau. Cet oiseau me donne la sensation d'un vol rapide. Pour mémoire, combien l'avez-vous payé? $600. Vendez-vous ou vous occupez-vous de cages d'escalier ou de barres en laiton? Non, je n'achète ni ne vends rien d'autre que les œuvres que je produis moi-même. Mais vous avez acheté ceci. J'ai acheté ceci Dans quel but? parce que j'ai jugé que c'était une œuvre d'art et que j'avais envie de la voir chez moi. L'oiseau revient au centre du débat. Son titre étant le seul point tangible, le juge essaie de le prendre au pied de la lettre. En ferait-on une photo en le voyant dans la forêt? Les hypothèses autour du titre vont se multiplier. Si c'était un poisson, est-ce que vous l'appelleriez poisson? Et si Brancusi l'avait appelé tigre en vol? Les témoins de Brancusi ne se laissent pas si facilement piéger. Certains sont des critiques d'art, directeurs de musées. Ils écrivent sur les questions artistiques depuis des années. Leurs réponses ramènent invariablement à l'essentiel, le caractère suggestif de cette œuvre. Le débat sur la ressemblance par rapport au titre tournait en rond. Le juge Waite, excédé, finit par trancher. Il ne voyait pas la nécessité de prouver que cela ressemblait ou non à un oiseau, que Brancusi avait travaillé sur le concept et qu'aucune loi ne disait qu'une sculpture devait ressembler à quelque chose. Un coup dur porté aux adversaires de Brancusi. Mais voici un de leurs témoins. Monsieur Etken, depuis quand êtes-vous sculpteur? 30 ans. Avez-vous des œuvres exposées en différents lieux? Il y a des œuvres de moi d'une côte à l'autre des États-Unis, dans des musées, des parcs et sur des places. J'attire votre attention sur la pièce à conviction numéro 1. Cette pièce en bronze. Et vous prie de nous dire, en vous fondant sur votre formation et votre expérience, si, à votre avis, il s'agit d'une sculpture ou d'une œuvre d'art. Je considère qu'il ne s'agit ni d'une œuvre d'art, ni d'une sculpture. Maître Lé, le témoin est à vous. Monsieur Etken, vous dites que plusieurs de vos œuvres sont exposées dans différents musées. Avez-vous jamais entendu qui que ce soit formuler des critiques sur vos œuvres? Oui, monsieur. Y a-t-il des critiques qui les contestent en tant qu'œuvres d'art? Non. On ne sait pas très bien si, en matière d'art, tout n'est pas simple à faire de point de vue. Cela dépend de celui qui exprime le point de vue. Et précisément, n'est-il pas certain, si on réunit un certain nombre d'artistes, disons dans une même pièce, et qu'on leur apporte une sculpture,
qu'il y aura divergence de point de vue à propos de la qualité de cette œuvre d'art. Encore faudrait-il que ce soit une vraie sculpture. Qu'entendez-vous par une vraie sculpture? Une pièce qui a été sculptée. Comment définissez-vous l'art? Je ne définis pas l'art. Vous voulez dire que l'art est indéfinissable? Je ne dirais pas qu'il est indéfinissable. Avez-vous jamais pensé à une définition de l'art que vous pourriez nous proposer? Au sens large, c'est une chose créée par l'homme qui sollicite le sentiment de la beauté, qui fait naître une réaction émotionnelle de nature esthétique. La définition de l'art demeure imprécise. Même Robert Aitken, qui en a une longue pratique, doit se situer du point de vue du spectateur. Ces réponses mettent surtout en évidence la subjectivité qui entoure toute appréciation. Une partie de ni oui ni non s'engage. Monsieur Aitken, combien d'œuvres de Monsieur Brancusi avez-vous vues? Aucune. Vous n'avez jamais vu aucune œuvre de Monsieur Brancusi? Vous avez parlé d'œuvres d'art. Je n'en ai pas vu. Avez-vous vu quelques-unes de ces œuvres? J'ai vu des choses de ce genre, mais je n'ai vu aucune œuvre d'art. En d'autres termes, vous ne considérez pas qu'il s'agit d'œuvres d'art? Non. Monsieur Aitken, les œuvres d'autres sculpteurs considérés comme des artistes modernes, ceux qui appartiennent à l'école moderne, vous sont-elles familières? Oui. Monsieur Brancusi a-t-il la réputation d'être un sculpteur de l'école moderne? Aux yeux de qui? Aux vôtres. Oui. Monsieur Aitken, aucune œuvre de l'école moderne ne provoque en vous une réaction émotionnelle de nature esthétique? Je n'ai rien dit de tel. Les œuvres de sculpteurs connus pour appartenir à l'école moderne suscitent-elles en vous une réaction émotionnelle de nature esthétique? Comprenez-vous la question? Oui. Pas toutes. Voulez-vous avoir l'amabilité de mentionner celles qui suscitent en vous une réaction émotionnelle de nature esthétique? Bourdelle. Qui d'autre, voyez-vous? La chaise. Mayol. Quoi, cela suffit? Quand vous parlez de Bourdelle et de Mayol comme d'artistes modernes, entendez-vous par là qu'ils appartiennent à l'école moderne abstraite, à l'école impressionniste ou encore à l'école réaliste? Objection pour immatérialité. Je ne crois pas que la question de l'école change les choses. Objection maintenue. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous dire qui vous rangez parmi les sculpteurs modernes? Objection pour immatérialité. La loi ne fait aucune discrimination entre l'art moderne et les autres formes d'art. Je maintiens l'objection. Le véritable problème est de savoir si ceci est une œuvre d'art d'après certains critères reconnus. Ce sera tout. Le sculpteur Robert Ingersoll Aitken, dont les œuvres ornent jusqu'au fronton de la Cour suprême des États-Unis, ne s'attendait sûrement pas à se retrouver ainsi placé dos au mur, contraint d'afficher sa méconnaissance, voire son mépris de l'art moderne. Le second témoin des douanes, le sculpteur Thomas Jones, déclara de son côté que la pièce à conviction numéro 1 était trop abstraite et constituait une perversion de la sculpture formelle. C'est au tour du sculpteur Jacob Epstein de répondre à la fameuse question. Oui, à mon avis, c'est une œuvre d'art. Le témoin est à vous. Monsieur Epstein, si nous avions une barre en laiton, polie à la perfection, incurvée de façon plus ou moins symétrique et harmonieuse, ce serait une œuvre d'art? Ce pourrait être une œuvre d'art. Qu'elle soit faite par un sculpteur ou par un ouvrier. Un ouvrier pourrait la polir, mais il ne pourrait concevoir ces lignes particulières qui lui confèrent cette beauté unique. C'est cela la différence entre un ouvrier et un artiste. Il ne conçoit pas comme le fait un artiste. Imaginons qu'un morceau quelconque de pierre tombe entre les mains d'un artiste et que celui-ci en taille des éclats au hasard. Considérerez-vous qu'il s'agit d'une œuvre d'art, du moment que ce retrait de matière ça et là aura été effectué par un sculpteur? Du moment qu'un morceau de pierre tombe entre les mains d'un homme et que cet homme est un artiste, le morceau de pierre risque de devenir une œuvre d'art.
Un doute plane nécessairement sur ce qui fait la qualité artistique d'un objet aussi épuré ou simplifié que l'oiseau. L'avocat des États-Unis exprime les soupçons du profane, celui qui a un enfant de 5 ans qui ferait aussi bien. Suffit-il d'être cet artiste souverain qui taille au hasard dans un bloc de pierre? Et tout de même, un ouvrier ne serait-il pas capable d'arriver à un tel résultat? La différence est dans la conception, dit le sculpteur Jacob Epstein. L'avocat tentera ensuite de souligner à quel point l'œuvre de Brancusi est marginale. Mais Jacob Epstein a gardé une carte dans son jeu. Non, il n'est absolument pas marginal. Sa sculpture s'apparente à la forme de sculpture ancienne la plus accomplie. Si vous permettez, je pourrais en faire la démonstration. J'aimerais montrer à la cour un exemple de sculpture ancienne qui m'appartient. Quelle est donc cette pièce que vous avez là? C'est un faucon, une antiquité égyptienne, un faucon de 3000 ans. Et vous lui trouvez une similitude de forme avec ce que vous entendez par faucon? Un ornithologue pourrait ne pas trouver de ressemblance. Les ailes, les pattes ne sont pas figurées, mais vous avez quand même l'impression que c'est un faucon. Oui. Ce sera tout. L'avocat du gouvernement en reste là. Nous ne réfutons pas. Bien. La cour a été saisie. L'affaire est inscrite. Le 28 novembre 1928, le verdict tombait. La pièce à conviction numéro 1 est bien une œuvre d'art. Les adversaires de Brancusi avaient fait le choix de soutenir la décision des douanes en mettant en avant 2 sculpteurs officiels très reconnus. Une stratégie basée sur la légitimité, mais qui pouvait très bien ne pas convaincre la cour. Car elle ne pouvait pas seulement baser son jugement sur la notoriété des témoins et leur rejet en bloc de la sculpture abstraite. On peut s'étonner que la défense des États-Unis n'ait pas jugé utile d'apporter le témoignage d'un critique d'art. Il fallait des arguments et ni l'éminent M. Aitken ni le sculpteur Thomas Jones n'avaient été en mesure d'en présenter. Cher monsieur Brancusi, je suis persuadé que vous êtes déjà au courant de la décision de la Cour concernant votre statue l'oiseau. J'ai le plaisir de vous informer également qu'à la sentence du juge a été annexée une photographie de l'oiseau. Ce qui fait que les compilations futures des décisions des tribunaux contiendront obligatoirement l'illustration de votre œuvre. Entrez. Monsieur Stecken, je vous attendais. Bonjour, maître Lane. Asseyez-vous, je vous prie. J'étais justement en train d'écrire à monsieur Brancusi. Je tiens à vous féliciter, cher maître. À l'avenir, la jurisprudence s'appliquera dans ce genre de cas. Pas à l'avenir. Dès maintenant. Les douanes de Philadelphie vont devoir exonérer de taxes un autre Brancusi. Eh bien, voilà qui devrait les rendre plus prudents. Empêcher les œuvres d'art de circuler, ce n'est peut-être pas le rôle des douanes. Les empêcher de circuler, peut-être que non. Par contre, pour ce qui est de les taxer... Une école d'art dite moderne s'est développée. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence comme leur influence sur le monde de l'art sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte, déclarait le juge Waite dans ses conclusions. Ce n'était donc pas à la justice de dire ce qui était de l'art et ce qui n'en était pas.
Une affaire récente exprime parfaitement le dilemme qui demeure à ce sujet. En 2010, la Commission européenne a refusé le statut d'œuvre d'art à une installation vidéo de l'artiste Bill Viola, sous prétexte que son caractère artistique n'était valable que lors de son fonctionnement. Autrement dit, allumer, c'est de l'art, éteinte, c'est du matériel vidéo. Les commissaires européens seraient bien inspirés de méditer les sages conclusions du juge Waite. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, le procès Brancusi, L'oiseau dans l'espace est-il de l'art, d'Éric Noirmin, avec Constantin Brancusi, Miglen Mirtscheff, Marcel Duchamp, Pierre-François Garel, Edward Steichen, Yves Fabrice, Jacob Epstein, Pierre-Yves Desmonceaux, le juge Waite, Yves Arnaud, maître Charles Lane, Quentin Bayot, maître Marcus Higginbotham, Christophe Allwright, Robert Ingersoll Aitken, Alain Liebold. Bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan. Et les voix de Florent Gouelou, Antoine Sastre et Étienne Grebeau. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Déborah Dagobert. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.